Bienvenue sur le ring, l'ODJ TV Radio, Riyad Mzour. Merci pour votre accueil. Merci d'avoir accepté pour ce ring en format double XL avec vous, Riyad Mzour. Avec plaisir. Ministre en charge de l'industrie. Et du commerce. Et du commerce. Pourquoi ? Parce que des fois, c'est vrai que certaines mauvaises langues considèrent que vous faites plutôt que de l'industrie, pas forcément beaucoup de commerce, mais on y reviendra. Vous les avez bien qualifiés. Je ne sais pas si c'est les mauvaises ou les bonnes langues, en tout cas, c'est les choses qui peuvent se dire aussi. 3 rounds thématiques. Prenez la responsabilité de ce que vous dites et je confirme ce que vous avez dit. Complètement. 3e round thématique avec vous, Riyad Mzour. Premier round, PLF 2024, un non-événement avec un point d'interrogation. Donc vous nous donnerez votre point de vue là-dessus, sur ces hypothèses de croissance, taux d'inflation qui ont été dévoilées. J'apprécie le point d'interrogation. Voilà, c'est toujours un point d'interrogation, c'est toujours interrogatif. Donc premier round, PLF 2024, un non-événement, point d'interrogation. Deuxième round, industrie, plus d'usines. Vous avez annoncé une série d'ouvertures d'usines. Est-ce que plus d'usines, c'est plus de valeur ajoutée, concrètement et réellement? Vous nous direz également, c'est aussi avec un point d'interrogation. Et enfin, le troisième round, industrie à verdir, les exigences écologiques, neutralité carbone, décarbonation, donc industrie à verdir, ou vernissage industriel à tout va. Parce qu'on parle beaucoup de décarbonation, mais j'ai l'impression que le débat était complètement carboné. Donc on reviendra aussi sur cet aspect-là avec vous, Riyad Mzour, sur le premier round PLF 2024 qui a été présenté en conseil de gouvernement jeudi dernier. Ensuite, le CFO Larja, ministre en charge du budget, qui a pris le relais au Parlement devant les 2 commissions du Parlement, Chambre des représentants, Chambre des conseillers. Qu'est-ce qui... Non-événement, rien de particulier. Écoutez, un PLF, ça se prépare. Ça se prépare avec des hypothèses. Donc, nous sommes en train de tester et de valider des hypothèses sur les années suivantes, sur l'année suivante particulièrement, et les 2 années qui suivent, parce que c'est une programmation triannuelle, comme vous le savez, sur la loi de programmation de la loi de finances. Et nous sommes en train de proposer des hypothèses au débat qui ont été soumises en conseil de gouvernement, qui vont être la base des calculs de marge de manœuvre que nous avons pour pouvoir mettre en place les mesures et les plans à faire. Donc quand on voit les principaux indicateurs, 3,7 de taux de croissance prévu, d'hypothétique en 2024, on se dit que la marge de manœuvre elle est extrêmement réduite et que vous nous proposez en fait une feuille de route économique qui est assez limitée. Alors encore une fois, la marge de manœuvre n'est pas réduite comme vous le dites, il y a un travail qui est fait, il y a une croissance de certaines recettes fiscales qui sont programmées, et il y a une croissance qui est estimée. Alors, je ne le cache pas que, bien évidemment, ces hypothèses sont légèrement plus optimistes et plus, on va dire, volontaristes que les hypothèses de beaucoup d'institutions internationales et de certaines institutions nationales. Je me permets, j'aurais besoin de vous dire que le FMI parle de 2,8 en termes de prévision de croissance pour le Maroc. Non, vous parlez de 2024 ? Je parle de 2024. Pour les projets de loi de finances 2024, vous dites 3,7, c'est alors les 3,7, nous... C'est donc vous dites c'est une prévision de croissance volontariste et ambitieuse. Et par rapport à ce qui est estimé de par les organisations internationales, vous avez dit 2,8, le FMI est actualisé à 3,1, mais peu importe. Oui, on est sur 2,8, 3,1. Voilà, Banque Maghreb est à 3,3, le HCP est à 3,6. Il s'est aligné. Voilà, la Banque mondiale est à 3,3. Peu importe, nous, on a estimé que les mesures que nous avons commencé à mettre en place donneront un peu plus de vigueur à la croissance. C'est 3,7. Ça reste aussi une hypothèse portée par un ministère qui est un ministère de cadrage, qui permet de libérer des marges de manœuvre. Dans ces marges de manœuvre, nous avons des programmes ambitieux auxquels nous tenons et que nous allons mettre en place, notamment les programmes sociaux qui sont extrêmement importants qui exigent beaucoup de moyens et que nous allons accélérer. Et donc, beaucoup de moyens financiers en termes de dépenses publiques et de dépenses sociales. Alors beaucoup de moyens pour réussir quelque chose qui a rarement été fait dans la plupart des pays. On est en train de parler de la finalisation de la généralisation de la protection sociale avec les aides directes. De la finalisation du démarrage. Non. De l'AMO et les aides directes. Parce que rien n'a démarré pour l'instant, concrètement. Non, l'AMO a démarré. Pour les ramédistes. L'AMO a démarré pour tout les ex-ramédistes, oui. Pour tout le monde. Le panier de soins n'est pas encore calibré. Il y a encore des choses qui ne sont pas. Le panier de soins est le même pour tous les Marocains. Il n'y a pas de différenciation et c'est une instruction de Sa Majesté. Ce n'est pas quelque chose dans lequel on peut jouer. Le panier de soins est le même pour tous les Marocains. C'est généralisé. Effectivement, il y a un double amorçage parce qu'il y a une partie qui doit être remboursée et une partie qui est prise en charge. Et le gouvernement a mis en place ce double accompagnement avant de basculer complètement. Et ça se passe plutôt pas mal. Oui, le secteur privé n'est pas forcément pour l'instant, en tout cas, aligné là-dessus. Alors ça, c'est exactement ce double démarrage. Pourquoi ?
Parce que les ramédistes avaient un panier de soins dans lequel il n'y avait pas de paiement par avance, qui était pris directement en charge par les hôpitaux publics. Le gouvernement, pour ne pas exiger au départ des ramédistes qu'ils avancent le coût de leurs soins avant d'être remboursés, il leur a laissé l'opportunité de se soigner gratuitement, selon l'ancien panier de soins, pour ne pas faire de décalage et de transfert brutal. Et c'est ça qui a créé peut-être cette attente qui est mitigée de la part du secteur privé. Maintenant, les ramédistes, comme tous les autres, ont accès et ont le droit d'aller au secteur privé. En tout cas, là, on voit très bien que Riyad Manzour, même s'il n'est pas ministre en charge de la Santé, il connaît bien le sujet. Mais on revient sur les hypothèses de croissance avec 3,7 points de croissance. Oui. C'est un taux, en tout cas, relativement ambitieux. Fawzi Larja, vendredi, s'est exprimé là-dessus en disant qu'il pouvait être revu aussi à la baisse. Oui. Voilà. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il est possible aussi, hypothétiquement, que ce taux de croissance, déjà qui est largement en deçà des besoins de notre économie, pour franchir un nouveau palier de croissance et financer toute la dépense publique et programmée pour 2024, est-ce que vous considérez, vous, Riyad Manzour, qui va certainement être revu à la baisse dans les prochaines semaines, voire les prochains mois? Il n'y a pas de certainement. La loi de finances n'est définitive que quand elle est votée. Oui, donc fin décembre. Avec ses hypothèses. Avec ses hypothèses. Donc aujourd'hui, on est dans une étape, pas préliminaire, mais dans une des étapes de mise en place de la loi de finances, qui est l'étape des hypothèses, qui est une étape importante, qui détermine la volumétrie globale de cette loi et les marges de manœuvre, comme je vous l'ai dit. Puis après, il y a les arbitrages qui rentrent en ligne de jeu, les négociations avec les secteurs aussi, qui sont extrêmement importants et intéressants. Et puis, une fois qu'on arrive là, il y a une étape aussi de cadrage qui arrive dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, de cadrage du chef du gouvernement, avec une lettre de cadrage qui est envoyée à tous les ministères, qui leur donne des indications par rapport à ce qu'il faut économiser, ce qu'il faut accélérer, etc. Geler le recrutement de fonctionnaires dans différents ministères. On va vers ça, on se dirige vers ça. On verra. Ouais. Ensuite, il y a une étape où on propose la loi de finances, on la soumet au Conseil du gouvernement et au Conseil des ministres, et puis un débat au Parlement. Donc c'est tout un travail. Et pendant ce temps-là, on est dans un monde, vous le savez mieux que moi, qui est très incertain, avec des perturbations et des changements assez brutaux qui font que nous sommes un gouvernement qui est volontariste, mais qui aussi observe l'évolution de la situation. Par rapport au taux d'inflation, hypothétiquement, en tout cas dans les hypothèses qui ont été présentées, 3,4% de taux d'inflation, une inflation qui a fait des ravages chez nous. Oui. On ne va pas revenir sur les indicateurs chiffrés du HCP, je ne sais pas moins qu'ailleurs. Moins qu'ailleurs. En tout cas, plus de 3 millions de personnes qui ont basculé dans la pauvreté, voire la précarité, Riyad Manzour. Ça, c'était pour les 2022. On n'a toujours pas le dernier relevé pour 2023. 2021. Voilà, pour 2021. Donc, c'est 3 millions de personnes qui ont basculé dans la pauvreté 2021, et dans la précarité. Sur ce qui s'est passé en 2020. Voilà, je vais rappeler aussi le taux de chômage record enregistré par le pays, 12,9%. On n'avait jamais vu ça depuis 2002 de mémoire, Riyad Manzour. Donc c'est vraiment de se dire, cette inflation à 3-4. Alors c'est pas mal de rebondir sur le taux de chômage, c'est très intéressant. Vous avez battu les records, hein? Non, c'est bien. Vous avez battu le record? Non, c'est pas une question de record. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il y a dedans. Alors, on a battu certes des records, effectivement, il y a une situation très particulière, où il y a une partie de l'emploi, comme vous le savez, qui est dans le secteur agricole, et cet emploi a été fortement perturbé par 3 années de sécheresse d'affilée, on ne peut pas le nier, il n'y a aucune discussion là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur les 234 000 emplois qui ont été perdus, 200 000 emplois qui ont été perdus sont des emplois non rémunérés. Non rémunérés. Tout ça pour dire quoi? Donc, dans l'emploi rémunéré, il y a une certaine stabilité malgré un contexte de crise. Le chômage des jeunes est toujours aussi catastrophique et aussi alarmant. Le nombre de NEET aussi. Donc, je veux dire, les indicateurs chiffrés là-dessus sont relativement sombres. C'est comme la couleur du carbone. Donc, c'est couleur souris. 12,9% de taux de chômage cette année par rapport à l'année 2022. Donc, c'est un record. Je me dis, moi, avec 3,7 points de croissance, qui, à mon avis, va être revu à la baisse, avec une inflation, selon la directrice générale du FMI, qui devrait perdurer cette inflation. Elle ne devrait pas disparaître, on reste sur des niveaux, même s'il y a une tendance inflationniste. Voilà, qui est en train d'une décélération. Il y a quand même une décélération. On devrait encore vivre avec l'inflation. Je vais vous donner quelques exemples pour que vous voyez. On a vu un petit peu une détente sur les prix du pétrole, même s'il y a une légère remontée ces derniers jours. On a vu une détente sur les prix des céréales, même s'il y a une légère correction ces derniers jours. Vous avez vu ce qui se passe à l'Ukraine? Certains craignent une remontée, une inflation. Ça a commencé, ça a recommencé à remonter. On a vu, alors chose incroyable,
un retour des prix du fret à leur niveau d'avant Covid. Donc on est en train de voir une certaine restabilisation de la situation par rapport à l'inflation et qui rebaisse dans Pas pratiquement... au niveau des prix, il y a besoin. Non, qui rebaisse dans pratiquement tous les pays. Pour le consommateur, pas au niveau des prix. Y compris chez nous. C'est des statistiques officielles. Ça commence à rebaisser, y compris chez nous. Et les atterrissages attendus montrent que ça va baisser. Maintenant... Est-ce que c'est l'inflation qui baisse ou c'est les prix? Peu importe. Les prix. Non, parce qu'il y a une différence entre... Oui, les prix sont à des niveaux élevés. Les prix, c'est que même s'il y a une décélération de l'inflation... Il y a une décélération de l'inflation et effectivement, il y a un recul de certains prix, on le voit. Quand on voit les prix, par exemple, à la pompe, il y a eu un recul, on ne peut pas le nier. C'est pas quelque chose. Mais c'est pas le gouvernement qui a fait en sorte que les prix à la pompe baissent. Encore une fois, il y a une stabilisation des prix au niveau du gouvernement de transport public. Ça, c'est le gouvernement qui l'a fait. Il y a eu une stabilisation des prix d'électricité pour tout le monde, qui n'ont pas bougé depuis 2017. C'est le gouvernement qui l'a fait. Mais sur les prix à la pompe, vous n'avez pas touché. Vous n'avez pas touché la TVA, vous n'avez pas touché la SIC. Encore une fois. Alors, c'est très bien. C'est très bien ce que vous dites. C'était un ciblage. Il y a eu 5 milliards de dirhams qui ont été dépensés pour préserver le transport public et pour atténuer l'impact sur le transport de marchandises et pour ne pas donner de prime à tout le monde. Tant mieux. C'était, je pense, un travail ciblé sur le pouvoir d'achat des plus vulnérables. Alors, il y a un travail qui est fait. Effectivement, c'est jamais assez. C'est pas que c'est jamais assez. Effectivement, c'est jamais assez. Alors maintenant, quand vous venez me voir, vous me dites l'inflation, les prix sont élevés, effectivement, on ne nie pas que les Marocains... Est-ce qu'il vous est arrivé On ne nie pas que les Marocains ont été touchés. Tous les Marocains ont été touchés. Au niveau du pouvoir d'achat. Plus de 70% des ménages ont été touchés et ont vu leur pouvoir d'achat être détérioré. Alors, détérioré, peut-être pas. Parce que les statistiques montrent qu'il y a une légère amélioration du pouvoir d'achat, mais ça, c'est pas grave. Statistique du HCP lui-même, oui. il y a eu une amélioration, il y a eu une légère amélioration du pouvoir d'achat l'année dernière. 8 ménages sur 10 considèrent que leur pouvoir d'achat s'est détérioré et considèrent qu'en 2024, leur pouvoir d'achat va continuer à se détériorer. Ça, c'est de la perception et on reviendra dessus. C'est l'inflation ressentie. C'est de l'inflation ressentie. Mais sur l'inflation réelle et sur le pouvoir d'achat réel, il y a eu une légère amélioration. Peu importe. Maintenant, par rapport à ça, on peut quand même se féliciter des niveaux d'inflation qui ont été un peu moins forts et élevés que dans beaucoup de pays. Il y a eu un travail quand J'ai même. vu que vous avez fait cette déclaration il y a quelques semaines en disant qu'en fait, les citoyens marocains n'ont pas à se plaindre parce qu'il y a des citoyens... J'ai pas dit qu'ils n'ont pas à se plaindre. En tout cas, ils ont été moins touchés. J'ai jamais dit ça. Ils ont été moins impactés. J'ai dit qu'ils ont été touchés, que nous comprenons qu'ils ont été touchés et que ça fait mal quand on touche au portefeuille. Oui. Et je reviens. Et que d'autres citoyens dans le monde ont été moins impactés. Ont été plus impactés, par contre, on n'est pas dans des inflations à 2 chiffres comme dans beaucoup de pays. On n'est pas dans des inflations à 2 chiffres comme dans beaucoup de pays. Et il y a des pays qui ont atteint 100% d'inflation. C'est des pays qui ne sont pas loin. Non, mais c'est des pays qui ont été très fragiles. Très bien. Le marché on me donne moi souvent l'exemple de la Turquie comme exemple. Ils ont été pas loin des 100%, si ce n'est plus. Il y a le marché européen qui est censé être un marché stabilisé. En moyenne, l'année dernière, ils ont fait 10. Oui, là, ils sont à 5. Moi aussi. Oui, on est à 7 là, dernier relevé de mai-juin. Ils vont atterrir à 5, on va atterrir à 5. Bien. Alors, au-delà de ça, je réponds à quelque chose que vous avez dit qui est très important. Les 80% qui estiment que leur pouvoir d'achat va se détériorer, va continuer à se détériorer. Et va continuer à se détériorer. J'insiste sur le fait que c'est des relevés déclaratifs au premier trimestre de cette année. Donc vous allez sur le terrain de la temporalité, il y a un décalage. Oui, bien sûr qu'il y a un décalage. Et il ne vous a pas échappé. Est-ce que vous tenez compte de l'expression des Marocains et des Marocains qui ont vu leur pouvoir d'achat se détériorer, qui craignent que ça se poursuive? Non seulement ça, mais on a pris 30 mesures pour répondre à ça. À ce moment-là, on n'a pas attendu que le train passe pour commencer à débattre dessus. On a travaillé en anticipation, avant que ça arrive. On a travaillé, on a mis en place 30 mesures. Quel impact? 30 mesures. Quel impact? Quand les Marocains et les Marocains vont faire leurs courses, il y a 2 jours, le caddie composé essentiellement de matières de première nécessité, de produits de première nécessité. Encore une fois, les matières de première nécessité, on a travaillé dessus pour réduire au maximum l'impact sur les Marocains. Maintenant, vous allez me dire que le prix des céréales a monté, on a atténué et on a subventionné le prix des céréales. Vous allez me dire que le prix de la viande a monté, il est monté. On a essayé de le laisser sur... Et vous n'êtes pas arrivé. Non, malgré l'importation massive. On l'a mis sur un plateau. Oui. Il n'a pas bougé. Encore une fois, malgré 3 années de sécheresse continue,
on a essayé de réduire Il y a 2 ans. l'impact Pour sur le réduire pouvoir l'im- d'achat des Marocains. pour réduire l'impact. Et je reviens. Et Vous je avez reviens. recours à l'importation. Et C'est quand même extraordinaire, ça. Et Anne Lezoir, vous qui milité depuis des années, même lorsque vous étiez chef de les cabinet. Marocains d'abord, Oui. les besoins des Marocains d'abord. Donc par Et l'importation. si- Donc et ça si- remet en cause aussi peut-être toute la stratégie. Non, pas du tout. Si. Et si, je vais vous dire, Oui. pour faire de l'agriculture, ça me semble évident, mais peut-être qu'il faut plus l'expliquer, Oui. il faut un peu d'eau. Hein, et il ne vous a pas échappé qu'on est en déficit hydrique, avec une sécheresse l'année dernière qu'on n'a jamais vue de vie d'homme au Maroc. Et donc, quand j'ai pas le fuel, ou j'ai pas l'énergie, on va revenir pour la partie carbonée, décarbonée que vous souhaitez adresser, quand j'ai pas le fuel pour faire pousser des plantes, ben, il est normal que je réponde aux besoins de mes concitoyens, quoi que ça me coûte. Quand je commence à devoir être dans l'obligation d'importer du lait en poudre, Oui. des œufs pour lisser les prix, pour lutter contre Oui, l'inflation, oui, je me oui. dis voilà, on est très loin de la souveraineté alimentaire, la Alors, souveraineté on n'est pas- industrielle, me semble-t-il. on n'est pas- Et peut-être on que n'est l'inflation pas- on a est- mis à nu notre véritable C'est pas écosystème. l'inflation- c'est pas l'inflation qui a mis à nu, c'est le déficit hydrique qui est un déficit, soit dit en passant, que nous n'avons jamais vu de vie d'homme de l'année dernière. Jamais vu. C'était pas prévisible. Bah, Le Maroc est dans le top 20 des tout- pays les plus exposés tout au est- stress hydrique. Tout est Le stress prévisible. hydrique est structurel chez nous. Tout est prévisible. Oui. Dans la structuration, il ne vous a pas échappé que pendant les 20 dernières années, ça s'est plutôt bien passé, malgré la structure. Maintenant, quand on est dans un moment particulier, une fois tous les 40 ans, toutes les 50 ans, qui se passe, il est normal, à mon avis, que nous ayons recours à de l'importation, et encore heureux. Et je vais vous faire une confidence, parce que ça n'en est pas une. Aujourd'hui, les Marocains ont eu accès à tous les aliments, à des prix, certes, trop chers pour eux, mais comparativement à d'autres, il n'y avait pas photo. Et troisième chose, Vous avancez sur un non, terrain non, un peu glissant. on était en T1, moi je me rappelle très bien. Sur les produits. On parle du premier trimestre. Oui. Rappelez-vous, ils ont même rationalisé l'huile dans certains pays. Ils ont rationalisé l'huile, des pays qui sont pas loin, hein, des pays qui sont pas très loin, il n'y en avait pas. Hein, quand on parlait de la tomate qui avait atteint à un moment 17 dirhams, 16 dirhams le kilo, elle était à 6 euros ailleurs. La même tomate. Donc aujourd'hui, effectivement, on a réussi. Le pouvoir d'achat est différent. Non, le pouvoir d'achat est différent, mais c'est les mêmes acheteurs pour la même matière. En tout cas, maintenant, il y a on a réussi à faire ramener ces prix à des niveaux normaux. Ouais. Encore une fois, À niveau normaux. oui, aujourd'hui le prix. L'inflation aujourd'hui est tirée par Non. l'alimentation Aujourd'hui- et les produits alimentaires. Aujourd'hui, excusez-moi, Et ces produits-là, je vais prendre les produits de première nécessité, à part la viande qui est restée à un niveau élevé. On est sur des produits de tomates qui est à 6 dirhams, on est sur de la pomme de terre qui est à 6 dirhams, et on est sur de l'oignon qui est à 6 dirhams. Donc on est revenu à des prix normaux, mais tout ça reste fragile parce qu'on est dans une situation qui semble être une Est-ce situation. qu'on a vu juste pour de conclure, stress hydrique avant de encore. passer sur le deuxième round Oui. avec Aurélien Mezour, est-ce que j'ai vu un certain nombre de ministres en charge de l'industrie, comme vous, d'ailleurs dans d'autres pays, dans un certain nombre de pays dans le monde, qui mettent la pression sur les industriels et sur les réseaux de distribution et sur les distributeurs pour baisser les prix. Oui. Voilà. Je sais que vous êtes réunis avec un certain nombre d'industries il y a quelques mois, lorsqu'il y a eu cette fameuse réunion d'urgence avant Ramadan. Est-ce que vous êtes dans la même posture aussi? Est-ce que vous apprêtez aussi à demander aux industriels de réduire un peu leur marge? Alors, Parce que quand on voit la marge de certains industriels. on a la chance, Oui. on a la chance dans notre pays d'avoir des distributeurs et des industriels citoyens, et on est en dialogue permanent avec eux, pour ne rien vous cacher, sur tous les sujets. Et effectivement, nos industriels, je l'ai dit et je le répète, et nos réseaux de distribution ont fait beaucoup d'efforts pour atténuer. Vous avez vu leur chiffre d'affaires? Hein? Vous avez vu leur chiffre Pour d'affaires et atténuer. les marges réalisées En 2022? On suit leur chiffre d'affaires Ouais. et les marges réalisées. Les chiffres d'affaires se portent bien et les marges aussi. Et les Regardez, rétributions je aussi, veux des bien- dividendes je veux- aussi. Je veux bien que vous me donniez un exemple. Non, je pose Je la veux question. bien Est-ce que vous avez vu les Oui, chiffres oui, d'affaires? on les suit. Donc ils se portent bien. On les suit et il y en a certains qui ont fait quelques excès au premier semestre 2022. Ouais. On a un peu corrigé ces excès Donc ça va avec se eux. En tout cas, ils se portent mieux que les ménages marocains. Et que le pouvoir d'achat des ménages. Alors c'est très intéressant ce que vous dites, c'est extrêmement intéressant. Moi je ne veux pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Aujourd'hui, si je casse une industrie ou si je casse un réseau de distribution, je casse tout ce qui va avec. J'ai besoin de cette... Appeler au patriotisme économique, c'est pas casser une industrie ou Non, de non. casser l'écosystème industriel. Alors, ils font les efforts. Non. Ils font les efforts. Ouais. Aujourd'hui, quand je travaille avec eux, je peux leur demander de faire un effort sur une période. Pendant 3 mois, pendant 6 mois, etc. Je leur demande par ailleurs de faire des investissements et de faire
de la sécurité alimentaire qui ne passe pas seulement par de la production, qui passe par du stock. Donc, j'impacte leur trésorerie et j'impacte aussi leur marge. Au bout d'un moment, si je maintiens la pression trop longtemps sur ce réseau-là ou sur ces opérateurs-là, je les casse et je les perds. Et je perds ma capacité d'assurer l'approvisionnement de mes concitoyens. Et ça, c'est un équilibre que nous gérons en permanence avec l'ensemble des opérateurs. On passe au deuxième round thématique industrie. Avec plaisir. Plus d'usines, pour quelle valeur ajoutée réelle, Riyad Mezour? On ne va pas revenir sur, sur la bataille de chiffres en matière de création d'emplois, mais sur quelle valeur réelle aussi? Vous avez annoncé quoi? 60 ouvertures d'usines? C'est ça, 60, 57, 58. Sur l'automobile, c'est 1600. On parle de 1600 projets industriels. Oui, on parle pas. Global, ouais, vous annoncez beaucoup d'ouvertures d'usines. Oui, et il y en a. Annoncé des, voilà. Alors, je vais vous la faire très simple. Oui. Très, très simple. Aujourd'hui, les méthodes d'accompagnement de l'État des projets industriels sont claires. Il n'y a accompagnement effectif et matériel, ça veut dire il n'y a prime pour l'investissement que quand l'investissement est réalisé et l'emploi pérenne est là. Donc, c'est-à-dire que vous demandez au capital marocain, parce que vous faites appel au capital marocain, l'investisseur marocain principalement. On est bien d'accord. Non. Donc vous lui demandez de prendre des risques, d'investir, de décrocher un crédit, de créer de l'emploi qui est durable, oui. et ensuite l'État intervient via la banque de projet, c'est ça? Alors non, l'État. Non. C'est quoi le montage? On ne comprend plus rien aujourd'hui entre Mohsin Jazouli qui lui a sa nouvelle charge d'investissement, Mohamed Ben Chaboun qui a le fonds Mohamed VI pour l'investissement. On est complémentaires. C'est tout un arsenal d'accompagnement. La première des choses qu'on a faites, on va parler de la banque de projet pour faire simple, c'est qu'on a déterminé les opportunités. C'est très simple. On a analysé à peu près 200 milliards de dirhams d'importation de biens, au-delà de l'énergie, des céréales, etc. On a analysé l'importation de biens manufacturés et on a regardé ce qu'on pouvait faire ici avec une bonne compétitivité. Et on en a sorti des fiches de projet accessibles en expliquant le marché, les intrants, les possibilités, les risques qu'on a mis sur notre site. Il y en a 420 aujourd'hui d'idées de projet. Ça, c'est la banque de projet. Par rapport à ça, on a mis tout un système d'accompagnement. Alors l'accompagnement, d'abord, il y avait le système de soutien à l'investissement qui a basculé vers la charte de nouvelle génération, aujourd'hui, qui est un système qui est transparent, qui permet à chaque investisseur de voir, en fonction de là où il veut investir, du secteur dans lequel il veut investir, de faire ses propres calculs. J'ai droit à 10, plus 3, plus 2, plus 1, etc. Et il se dit, voilà ce que... Vous pensez qu'un investisseur à l'international, il va prendre le temps de regarder un petit peu tout ça, de se dire, je vais aller sur le site du ministère de l'Industrie, je vais aller voir de ce que propose Mounir Jazouli avec la nouvelle charte, Mohamed Ben Chaboun, le fonds Mohamed VI pour l'investissement. Et figurez-vous qu'ils le font. Et il y en a pas mal qui le font. Les gros investisseurs, ça m'étonnerait. Non. Ils ne perdent pas leur temps avec... Le gros, c'est un travail particulier. Le gros, c'est un travail particulier. Là, on est en train de parler de PME. Et d'ailleurs, dans ces fiches projets, il y a 114 gros investissements sur les 1600. Mais il y en a 845 de PME et 632 de TPE. Ce qui est intéressant. PMIA? Oui, on parle de PMI. On parle de PMI, de GI et de TPI. Je parle d'industrie. Oui, non, mais parce qu'on a très peu de PMI, nous. Alors, vous avez les développé PMI, très peu de PMI. sur les projets là, c'est le gros du projet et le gros de l'emploi. C'est 845 PMI. Dans les projets, c'est la moitié. Qui vont être créés ou qui sont créés? Qui sont en cours de création? Non, pas en cours de création, en cours de mise en œuvre. Ça veut dire que les usines sont en train de se construire ou sont en train de s'installer. Et c'est le gros de l'emploi. Donc, dans ces projets-là, c'est ce qui se passe. Alors, pour vous expliquer un peu le schéma, c'est très simple. Il y a ça, l'opportunité. Ensuite, il y a la charte, ça veut dire, si vous faites ça, vous avez droit à tant d'argent de soutien de l'État qui est calculable par tout le monde. Troisième étape, on les prend en charge dans une task force parce qu'on ne les laisse pas se balader dans la nature. On leur dit, on les accompagne pour le terrain, on les accompagne pour le capital humain, on les accompagne pour les autorisations, on les accompagne pour l'intégration dans l'écosystème. Ça veut dire s'ils doivent acheter quelque chose ou s'ils doivent vendre quelque chose au niveau de l'écosystème. On les accompagne sur toute la chaîne de valeur. Donc vous déroulez... Dernière étape, on les accompagne aussi pour le financement. S'ils ont un problème de financement, et il y a des problèmes de financement, il y a les banques... J'ai pas fini. S'ils ont un problème de financement, soit en capitaux propres, soit en dette, on les prend en charge. S'il y a un problème de financement sur les capitaux propres, on va faire appel à des outils dont le fonds Mohamed VI qui peut intégrer et prendre des participations ou d'autres. Il y en a d'autres, il y a la CDG, il y en a plein d'autres. Il y a même des fonds privés. S'ils ont un problème de dette et qu'on est convaincu que ça fonctionne, on va travailler avec... Qu'est-ce qui est lourd? La simplification aujourd'hui au niveau de l'acte c'est de la simplification pure et simple. Industrie. Et encore une fois, au-delà de ça, c'est des outils aujourd'hui qui sont complètement maîtrisés
au niveau régional et au niveau du CRI, je vais vous donner des chiffres. 40% aujourd'hui des projets sont des projets qu'on ne regarde même pas, qui passent directement par le CRI. Donc c'est simplifié, c'est ça que vous voulez dire, l'acte d'investir est simplifié. Ce que je suis en train de Sauf vous que dire, moi, je vous regarde. C'est pour ça que d'ailleurs la thématique de ce deuxième rang, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça fonctionne, ça prend. Alors maintenant, quelle valeur ajoutée? Quelle valeur ajoutée réelle? Quelle valeur ajoutée? Quand je prends le PIB, quelle valeur ajoutée? le PIB, c'est l'incidence sur le PIB. Alors, l'indicateur chiffré, c'est un indicateur universel, on est bien d'accord là-dessus. C'est un indicateur universel qui est très, très intéressant et qui est crédible. Aussi, moi, je peux vous prendre aussi le bonheur national brut, si vous voulez. Oui. J'ai pas de problème, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que l'industrie crée comme valeur pour le PIB en termes d'impact direct? Moi, c'est pas le PIB qui m'intéresse, c'est pas mon combat. Mon combat, c'est les emplois. Moi, aujourd'hui, comment je chiffre mon impact? J'ai un engagement gouvernemental de créer 400 000 emplois dans l'industrie pendant ce mandat. 100 000 par an. 100 000 nets par an. Oui. Je travaille là-dessus. Donc, dans le pipe que j'ai aujourd'hui, j'ai 143 968 emplois directs et 215 952 emplois indirects, sur lesquels je m'engage de manière contractuelle avec chaque investisseur. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas en perdre un en cours de route. Donc, aujourd'hui, j'ai un léger excédent. Je dois travailler pour préserver et travailler pour créer la valeur ajoutée indirecte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Le PIB, c'est une mesure qui va se faire un jour ou l'autre. Moi, aujourd'hui, je travaille. Ça, c'est toujours pas fait. Ça veut dire qu'il y a une mesure, le ministre en charge de l'industrie et du commerce, je le rappelle aussi. Mais très bien. C'est-à-dire la contribution du secteur industriel. Alors, très bien. Parce que vous n'arrêtez pas, vous et votre prédécesseur avant. Alors, sur le PIB, c'est très intéressant. Oui. Moi, j'attends avec impatience les résultats du recensement de l'année prochaine, puisqu'il y a eu quand même pendant les 10 ans une grande évolution industrielle. Et il ne vous échappe pas qu'après chaque recensement, il y a une correction du PIB, parfois qui atteint jusqu'à 15%. Donc aujourd'hui, les capteurs qui sont mis en place pour évaluer la création de richesses, la création d'emplois de notre pays sont des capteurs qui datent de 2014. Oui. 2014. Oui. 2014, à l'époque, en 2013-2014, on faisait à peine démarré le plan d'accélération industrielle. On faisait 4 points de croissance à cette époque-là. Oui. Ouais, aujourd'hui, on n'arrive pas à les faire, mais simplement, Riyad Mesrour, donc concrètement, quand on regarde les niveaux de croissance ces dernières années, oui. La contribution, elle est à un niveau de croissance qui est positif, qui est dynamique, lorsqu'il y a une contribution du secteur agricole et le secteur des services, pas le secteur industriel. C'est-à-dire qu'on a l'impression, j'ai dit l'impression, Riyad Mesrour, que l'industrie, concrètement, a très peu d'impact sur le PIB en matière de création de richesse. Alors, si vous me dites effectivement, moi, mon leitmotiv, c'est l'emploi, c'est pas la contribution et l'impact sur le PIB, c'est là qu'on revient sur le débat. Parce que qu'est-ce qui est attribué au secteur industriel, qu'est-ce qui est attribué au secteur des services? Moi, encore une fois, je ne veux pas rentrer dans cette... Aujourd'hui, l'industrie a évolué. Le métier industriel a changé. C'est un métier, un contrôleur de qualité aujourd'hui dans une usine est considéré comme une contribution de service, pas comme une contribution de l'industrie. Donc ça ne me pose pas de problème d'une manière générale. Ce que je veux dire, c'est que l'industrie n'est pas le moteur de croissance de notre PIB. Riyad Mesrour, l'industrie n'est pas le moteur de croissance de notre PIB. Aujourd'hui, c'est la perception qu'on veut donner. Je vais vous donner un exemple très simple. Et vous allez comprendre que c'est le vrai moteur de croissance de notre économie. Aujourd'hui, l'année dernière, on a fait à peu près 420 milliards de dirhams d'exportation de biens. À peu près 420 milliards. Dedans, il y a 370 milliards d'exportation de produits industriels. 370 milliards de produits manufacturés. D'où ça vient? Vous avez transformé combien? D'où ça vient? Vous avez transformé combien? Vous avez transformé combien? Vous parlez de la valeur ajoutée. De la valeur ajoutée. Parlez de la valeur transformée. Je reviens sur un document analytique d'ailleurs du HCP qui dit que si notre croissance est plombée, c'est qu'on n'arrive pas à transformer notre secteur manufacturier dans la transformation de la création de valeur. Encore une fois de la valeur ajoutée. C'est ça le plus important. Regarde, c'est très simple. Moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat. La valeur ajoutée, je l'ai. Elle est autour de 40% aujourd'hui en valeur ajoutée. Ce n'est pas un problème. On a ces calculs-là et on ne veut pas rentrer dans ce débat. Ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui, on regarde au niveau de la CNSS, quels sont les emplois industriels. On regarde au niveau de la contribution, qu'est-ce qu'on exporte et quelle est la nature de ce qu'on exporte. Après, je sais que quand le train sera passé 3 fois, comme c'est passé aujourd'hui pour le moral des ménages, on parle du T1 à l'époque où la cherté de la vie était le sujet central et la préoccupation des Marocains. Ça l'est un peu moins aujourd'hui, même si ça le reste. Et on dit, mais attendez, aujourd'hui, on va faire le débat sur ce sur quoi discutaient les Marocains il y a 6 mois. Je veux bien,
J'ai pas de problème. On peut regarder. On fera le débat l'année prochaine, comme la correction qu'il y a eu aujourd'hui en disant c'est l'automobile c'est le secteur de l'exportation qui est en train de tirer la croissance de notre pays. Tiens, on exporte. C'est qui exporte? C'est pas l'industrie. C'est venu de nulle part. En tout cas, c'est l'impact derrière. Alors, je résume. J'ai un secteur qui n'a pas de valeur ajoutée. Pas suffisamment de valeur qui n'a pas de valeur, au niveau du secteur manufacturier. Non, mais je vais vous le dire. Oui. Qui n'a pas de valeur ajoutée, qui n'a pas d'emploi, et tiens, comme par miracle, c'est lui qui tire la croissance. Bizarre. La croissance est tirée par le secteur agricole. Non, par les exportations, on nous a dit. Oui. Alors, c'est quoi qui est exporté? C'est des choses qui ne sont pas faites avec une valeur ajoutée et qui ne sont pas faites avec des emplois. C'est quoi? C'est ChatGPT qui est en train de faire ces exportations. Est-ce qu'il vous arrive de temps à autre de regarder l'indicateur balance commerciale? Oui. Est-ce que l'industrie a une part de responsabilité dans le creusement du déficit structurel de la balance commerciale? La balance commerciale, ça dépend si on la prend en valeur absolue ou en valeur relative. Il ne vous a pas échappé qu'elle est en train de s'améliorer en valeur relative, en pourcentage de couverture, en taux de couverture. On est à 63%, alors que historiquement, on était autour de 50%. Donc ça s'améliore. Et on y va et on a des chances de l'améliorer encore mieux parce que les perspectives sont prometteuses. Maintenant, ceci étant dit, cette balance commerciale, qui c'est qui la couvre? Par quoi on la couvre? Comment on n'a que 86,8% de nos exportations sont des exportations de produits manufacturés, d'où on les ramène? C'est qui les fabrique? Moi, ce qui m'importe surtout, c'est que 85% des intrants, parce que vous n'êtes pas que le ministre du secteur de l'industrie automobile ou aéronautique, vous êtes aussi le ministre 80% de quoi? Du textile, des intrants. Oui. Concernant le secteur du textile. Oui, alors, on importe massivement des intrants. Très bien. Que les intrants de ce secteur-là. Donc, ça a une contribution aussi directe. Il a un impact direct sur le déficit structurel de la balance commerciale. Non, ça n'a pas un impact direct puisqu'on les réexporte. Mais peu importe. Puisque c'est quelque chose qu'on valorise, même si on le valorise, comme vous l'avez dit, et comme vous semblez le suggérer, à 15%, vous dites trop faiblement. Pour l'instant, ces experts. Beaucoup trop faiblement, encore une fois, c'est ce que vous dites. C'est ce que disent les observateurs avertis. Et il y a des améliorations par rapport à ça. On n'est que sur deux marchés, la France et l'Espagne. Il n'y a pas de suffisamment de diversification aussi. Non. Alors encore une fois, ça aussi c'est une erreur majeure. On exporte vers le centre de distribution du premier distributeur mondial de textiles. Nos habits sont dans le monde entier. Seulement, dans une première étape, ils passent par l'Espagne. Est-ce que vous confirmez le fait que 85% des intrants du secteur du textile sont importés? Je ne confirme pas. Je ne confirme pas. Effectivement. Ce chiffre est faux? Ce chiffre est faux. Il est faux. Il est de combien alors? Aujourd'hui, on est à 70%. Et on est en train de la... Pourquoi c'est énorme? C'est énorme, non? Encore une fois. Sur un secteur... Et je vais vous la faire très simple. Allez-y. Le textile, c'est du coton. Vous faites du coton ici? Non. Le textile, c'est du fil. On commence à faire du fil ici. C'est-à-dire transformer le coton en fil. Le textile, c'est du tissu. On commence à transformer le fil en tissu. Ça ne couvre pas tout. Le textile, est-ce que le textile comme secteur est un secteur émergent chez nous? Alors, c'est un secteur. Il a quelle une historicité? Alors, il a une histoire. D'accord. J'ai l'impression que là, vous êtes en train de dire, nous sommes en train de découvrir qu'aujourd'hui, c'est très intéressant ce que vous dites. Le textile a connu une mort clinique pendant 10 ans dans notre pays. Il ne faut pas oublier. Il y a eu... Les accords multifibres? Non, les accords multifibres, pas seulement. Il y a eu la Chine qui est arrivée sur des productions qu'on faisait de masse. Alors, à l'époque, au Maroc, on faisait beaucoup de t-shirts blancs et beaucoup de jeans. C'était ça notre textile, et c'était intégré, c'était magnifique. Sur le t-shirt blanc et sur le jean, il y a eu l'usine du monde qui est venue, qui nous a éliminés de la carte. Parce qu'on ne les a pas vus venir ou parce que... Qui nous a éliminés de la carte à l'époque. Parce qu'ils étaient trop forts, ils sont arrivés à l'époque, je ne sais pas pourquoi. Je n'étais pas là pour voir. Est-ce qu'il y a eu de l'argent massivement qui a été injecté aussi pour que les textiliens se mettent à niveau? Ils n'ont pas réussi à le faire. Aujourd'hui, le textile n'a jamais été aussi puissant en termes d'exportation. On atteint des records. On a fait 44 milliards l'année dernière. On peut finir à 50 cette année. Bien. Il n'a jamais été aussi fort en termes de création de valeur. On ne fait plus. C'est vrai que de l'intégration des intrants, on est à 30%. On était à 35% dans nos meilleures années. C'était pas monstrueux. On n'a pas décollé. Non, j'ai pas fini. On a fait renaître. C'est différent. On est à 30%, mieux encore. Mais en valeur ajoutée, on est à plus parce que les collections commencent à les faire. Troisième étage de la fusée, on a commencé à installer des marques qui sont extrêmement intéressantes. Quatrième étage de la fusée, et il ne vous a pas échappé l'annonce d'un distributeur qui était fortement contesté dans notre pays, qui a décidé
avec lequel on a fait un accord de sourcing sur le textile, comme les deux autres, qui a décidé de distribuer notre textile sur les 10 000 magasins qu'il a en Turquie. Donc notre textile va s'exporter aussi dans d'autres marchés. Il ne cartonne pas. Impact sur le PIB. Il ne Impact sur le PIB, sur le textile. Encore une fois, c'est 300 000 emplois déclarés à la CNSS. Vous avez un problème avec le PIB. Vous faites l'impact sur le PIB, vous n'intéresse pas. Mais je veux bien. La contribution. Moi, l'impact sur le PIB, ça se mesure après. Et ça se corrige tous les 10 ans. Je verrai. On ne sera peut-être pas là pour en discuter. Moi, aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est ce que je crée comme valeur maintenant et ce que je crée comme emploi. Comme valeur ajoutée, comme valeur ajoutée et comme emploi. Oui. C'est ça qui m'intéresse. Quelle que soit la nature de l'emploi, les Marocains, quelle que soit la nature de l'emploi, encore une fois, les Marocains, pour tous les Marocains, quel que soit leur niveau de formation. Avant de passer au troisième round, juste, il y a un contrat programme qui a été signé entre l'État, le gouvernement et la compagnie nationale, Royal Air Maroc. Vous avez suivi ça de très près? Oui. De très 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 près? J'ai suivi ça de près. D'accord. Bon. Alors je sais aussi que vous êtes aussi donc en charge du ministère de l'Industrie, pas que de l'automobile aussi. Il y a l'aéronautique, il y a l'agroalimentaire. Et le textile. Et le textile, On vient parce qu'on en a d'en beaucoup parlé. Sur l'aérien, sur l'aéronautique, on dit voilà que en fait, la flotte va être démultipliée, parce qu'on va passer de 60 à 200 avions, je crois, à l'horizon 2036-2037. Voilà. Précisément, on n'a pas le montant de l'investissement, c'est toujours pas de la convention. Ça n'a pas été dévoilé pour le moment. Encore une fois, c'est un accompagnement pour faire grandir la flotte. Il y a du BFR qui va être généré et il y a de l'accompagnement de l'État pour faire grossir la voilure. Maintenant, le plus important. Impact sur le secteur. Le plus important, c'est qu'on va commander 140 à 150 avions. Des Boeing ou des Airbus? Ça, encore une fois, il y aura des décisions qui seront faites et il y aura un travail, bien évidemment, qui sera fait pour qu'il y ait de l'intégration industrielle ici. On a un secteur qui est très dynamique. Est-ce qu'après on va fabriquer des voitures, on va pouvoir fabriquer des avions à la lumière de ce contrat de programme? Très très bien, vous parlez. Aujourd'hui, on a un taux d'intégration de 69% sur l'automobile, mais on est à 42% sur l'aéronautique, même si on ne fait pas les avions finaux. Ça veut dire 42% des pièces qui composent un avion sont fabriquées chez nous. C'est vrai que je rêve du jour où il y a un premier avion complet qui sortira de chez nous et qui décollera de chez nous pour aller ailleurs. Est-ce que c'est prévu dans ce contrat programme? On parle d'une flotte qui passerait de 60 à 200 avions. Encore une fois, le contrat programme est un contrat programme de l'ARAM. Oui. Et il y aura un travail du ministère de l'Industrie avec l'ARAM pour voir quelle intégration il y aura au Maroc. Ce qui est quand même fou, parce qu'on va passer au troisième round, c'est qu'en 2020, on a réduit la flotte d'un tiers des avions de l'ARAM, on a réduit aussi la masse salariale, et qu'aujourd'hui, en fait, on fait tout le contraire, et qu'on octroie une rallonge budgétaire de 2 milliards de dirhams à l'ARAM en octobre 2022. C'est quand même magique. C'est quand même magique les raisonnements. Alors, vous voulez qu'on ait de la surproduction laitière pendant la sécheresse, vous voulez qu'on ait une rame qui explose pendant le moment où tous les avions étaient à terre. Franchement, on vend des avions en 2020, on vire des pilotes. Je vous connaissais un peu plus perspicace. Tous les avions du monde étaient à terre à ce moment-là. Tous les avions du monde. Après avoir viré des stewards et des pilotes d'avion. Les cinq avions qui décollaient de la rame, c'était pour aller chercher des vaccins. Et vous vous en souvenez. Donc, aujourd'hui, on a une compagnie qui, pendant 4 mois, 5 mois, il n'y a pas eu un avion qui a décollé à part pour aller chercher des médicaments et des vaccins. Franchement, on ne peut pas comparer la situation de 2020 où tous les avions du monde étaient au sol à la situation en 2023. En 2020, on a vendu des avions, on a viré des pilotes. Où on fait plus 80% en plus en tourisme, où ça décolle, où il y a des commandes d'avions, où notre pays est en train de reprendre sa place. Vous avez octroyé 2 milliards de dirhams en octobre 2022 à la RAM, alors que effectivement le secteur aérien et la compagnie aérienne s'est remise à décoller. Alors, parce que beaucoup ne comprennent pas. Écoutez, il y a la cohérence politique et budgétaire. La cohérence politique et budgétaire est très simple. C'est une compagnie nationale qui est stratégique pour notre pays. On lui a donné de quoi tenir pendant des périodes de vache maigre, c'est tout. Vous avez soutenu la RAM à hauteur de 2 milliards de dirhams en octobre 2022, Fawzi Larja, disant que c'est pas faire face à la flambée du kérosène et par rapport à la flambée du carburant, vous n'avez rien fait en termes d'aide directe pour les citoyennes et citoyens marocains. Monsieur, je vous répète, on a mis 5 milliards de dirhams d'aide au transport pendant cette période pour faire en sorte que le kérosène pour l'aviation n'est pas la flambée des prix des carburants pour le kérosène. On a fait en sorte que la compagnie aérienne survive dans un marché concurrentiel compliqué, national, et en même temps,
Et en parallèle, on a fait en sorte que le transport public se maintienne au même prix, malgré la flambée des prix des carburants, et on a fait en sorte de réduire l'impact de la flambée des prix du carburant sur le transport de marchandises. Troisième rang thématique, Riyad Bezour, industrie à verdir. On parle de tout le monde doit passer au vert. On parle même de la banque du financement vert. Tout va être verdi, c'est ça, y compris l'industrie. Surtout l'industrie. Surtout l'industrie, mais toute l'industrie. Hein. On ne parle pas que des voitures, Évidemment. que des véhicules. Évidemment. Voilà, c'est toute l'industrie, y compris agroalimentaire. Évidemment. Il y a les équipements industriels aussi. Évidemment. Tout doit y passer. Tout y passera. On est prêt? Écoutez, on se prépare. C'est un travail. On se prépare. C'est un travail de. Quand on se prépare, c'est-à-dire on n'est pas prêt. Non, il y a des choses qui sont faites. Aujourd'hui, pour la généralisation, il y a encore un travail qui doit être fait. Ça veut dire qu'il y a des têtes de pont et des têtes d'affiche aujourd'hui qui sont à net zéro. Hein. Pour parler de certains constructeurs, ils sont déjà à net zéro au Maroc. Ils sont déjà décarbonés. Après, il y a plusieurs scopes. Vous savez qu'il y a le scope 1, scope 2, scope 3, avec les fournisseurs sur lesquels on est en train de travailler. Et, chose qui est extrêmement intéressante, c'est qu'on a la chance d'avoir la possibilité de produire de l'électricité décarbonée à un coût extrêmement compétitif dans notre pays. Et aujourd'hui, on travaille. Et alors, il y a déjà l'ouverture de la haute tension. La haute tension, c'est pour les compagnies fortement consommatrices qui ont déjà accès, qui travaillent de manière. Les gros travaillent de manière fluide. Ouais. Aujourd'hui, on a fait un travail avec les zones industrielles. Par exemple, sur la zone industrielle de Tanger, il y a un travail qui est fait directement avec la zone pour donner à ceux qui sont installés dedans, gros, moyens et petits. Et puis c'est quoi l'énergie verte? L'énergie verte. Complètement décarbonée. Et maintenant, complètement décarbonée. Alors, on est à 90% décarboné sur ce type de elles proviennent d'où ce type de projet, de de l'éolien, du solaire et de l'hydraulique. Il n'y a pas de charbon. Il y a du charbon, l'énergie verte, je parle. Oui, mais il y a du charbon à hauteur de combien? Aujourd'hui, sur le mix énergétique global du pays, on est à peu près 30% de la consommation, on est arrivé, qui est sous forme d'énergie verte, ou 25 ou 30, c'est ce que j'ai comme dernier chiffre, je ne me souviens pas exactement, et le reste est carboné. On n'est pas... Donc, parce qu'aujourd'hui, je crois savoir que l'industrie absorbe et capte 20% de la production globale d'énergie. Ouais. On est bien d'accord là-dessus? Je suis d'accord. Alors aujourd'hui, notre énergie, elle est carbonée, charbonnée. À 70%. À 70%. Très bien. Donc vous dites, moi j'ai des zones industrielles aujourd'hui où je produis et je propose de l'énergie qui est décarbonée. Très bien. C'est ce que vous dites. On est en train de faire l'évolution. Ça veut dire qu'il y en a certaines qui ont ça. Aujourd'hui, on est en train de travailler pour ouvrir la moyenne tension. Ça veut dire qu'il y a une contractualisation directe avec toutes les usines dans tout le pays de la part de producteurs. Ça ne prend pas trop. Effectivement, là, c'est plutôt le portefeuille de l'Ali, mais ça ne prend pas trop, les industriels. Ça a pris un peu de temps. Pourquoi ça a pris un peu de temps? Oui. Ça a pris un peu de temps pour l'enveloppe de transport, parce que cette énergie est produite quelque part, elle doit être transportée, ça passe par le réseau. Le réseau n'a pas toujours les capacités d'accueillir ces capacités qui s'installent, donc on les prépare, on les installe, on est presque prêt pour la moyenne tension pour l'industrie dans les semaines qui viennent, pour que ce soit offert et que ce soit contractualisé. Est-ce que ce ne serait pas plus simple si vous libéralisiez le secteur de l'énergie comme ce qui a été fait pour l'hydrocarbures? Ça serait beaucoup plus simple, y compris pour les industriels, d'installer des panneaux photovoltaïques, y compris pour les secteurs du BTP. C'est ouvert, l'autoproduction. Oui, mais bon. L'autoproduction est ouverte. C'est toujours conditionné. Non, c'est pas conditionné, elle est ouverte. Tous ceux qui veulent mettre des panneaux sur leur maison ou sur leurs usines, ils peuvent le faire, il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant, ce qui se passe, c'est de faire la contractualisation entre des producteurs qui sont éloignés de consommateurs. Et là, ça passe par un réseau. Et ce réseau-là, il faut bien investir dedans, il faut bien qu'il ait la capacité. C'est le réseau de l'ONE. C'est le réseau qui est géré par l'ONE ou par... C'est réglé, c'est la mutualisation aussi, la mise à disposition du secteur. Ou par les régies. C'est réglé ou pas? Parce que le télécom, c'est pas réglé. Donc, est-ce que là, pour l'énergie, c'est réglé? Alors, on est en train de travailler dessus avec eux pour la fixation des premiers tarifs, le temps que la NRE commence à fixer les tarifs de transport, etc., pour qu'on puisse avoir des tarifs clairs, le taux de perte des électrons qui soit clarifié au niveau du transport. Et aujourd'hui, toutes les choses sont plus ou moins clarifiées. Je ne vous cache pas qu'on est au niveau de la moyenne tension sur une décision du conseil d'administration de l'ONE qui est en train d'être signée par tous les décideurs. Riyad Bezour s'est exprimé il y a quelques semaines déjà en disant « Moi, le kilowatt industriel à moins de 50 centimes, je m'y engage. » À 60 centimes, 56 centimes le kilowatt d'énergie pour le secteur industriel. Oui. Certains disent, mais c'est démagogie, c'est une utopie, c'est pas possible. Alors, c'est l'ordre de prix que nous avons, que ce soit 60, 65 centimes, c'est l'ordre de prix que nous avons. C'est important parce que du côté, il y a les pays européens, ils sont à 12 centimes, ils sont à 14 centimes, avec un grammage de carbone moins important sur le kilo par kilowatt. Oui. Vous avez absolument raison.
Et bien évidemment, Parce qu'on est dans un environnement concurrentiel. je vous invite à voir les factures des industriels dans d'autres pays. Croyez-moi, l'année dernière, il s'est passé beaucoup de choses. Et même nos 90 centimes que nous avons aujourd'hui pour les industriels ou nos 95 centimes sont extrêmement compétitifs. Et tous les opérateurs nous le concèdent. Il ne vous a pas échappé. Donc les industriels disent que les facteurs de production sont trop élevés chez nous. Il raconte des sottises. Il vous a pas échappé. Les industriels chez nous qui disent et qui n'arrêtent pas de claironner en disant les facteurs de production chez nous encore une fois, sont trop élevés. Venir avant ou après la bataille, avoir des informations. Vous avez vu, vous suivez l'actualité, vous voyez les tarifs qui augmentent un peu partout, y compris dans les ménages, dans des pays qui sont avoisinants. Ça ne vous a pas échappé. Le 12 centimes, c'était un rêve et une réalité d'avant. On parle même... Alors, il y a même des pays... On va vous le faire... Vous pensez que notre modèle de subvention l'énergie, ça va durer jusqu'à quand? Très bien, c'est ce que je vous dis. Jusqu'à quand, Riyad Meszour? Est-ce que c'est la solution, d'ailleurs? C'est ce que je vous dis, vous avez raison, ce n'est pas la solution. Et vous avez raison. Et c'est d'où l'urgence de décarboner, parce qu'on va sortir avec des prix inférieurs à ce qu'on a aujourd'hui. Et c'est ça qui est intéressant. On a la chance d'avoir la capacité de produire de l'énergie verte à des prix compétitifs. On a la chance... Grâce à quoi? Grâce au soleil, au vent, alors à 3 facteurs. L'hydrogène? À 3 facteurs. Ouais. C'est le soleil, le vent et la faible densité de population dans les zones où on peut les produire. Ça veut dire qu'il y a des pays qui ont du vent, qui n'ont pas de soleil, et là où ils veulent le mettre, ils sont obligés de le mettre en mer parce qu'il y a trop de monde qui est sur les... L'engagement et l'investissement de Total à Gelming, c'est ça? Vous êtes ou d'autres. Alors maintenant, la difficulté, c'est quoi? C'est que dans les zones où on produit, c'est pas forcément les zones où on a besoin de consommation. Donc il faut le transporter. C'est pas les zones où il y a de l'industrie. On va en mettre. Et de l'activité industrielle. On va en mettre. Mais on met de l'activité industrielle en général près d'infrastructures, etc. Donc il y a une problématique de transport, je suis d'accord. Et on est en train de travailler dessus avec des plans d'investissement très très intéressants et très agressifs pour le réseau. Et il y a aussi le fait d'industrialiser les zones où on a ce potentiel-là, sur lequel on travaille aussi. Donc le kilowatt pour les industriels à 60 centimes, c'est jouable. C'est jouable pour tous les secteurs d'activité. C'est jouable. C'est jouable. C'est effectif ou ça va le devenir? C'est jouable et ça va devenir effectif dans les... Est-ce qu'il y a Riyad Meszour, est-ce qu'il peut quantifier la réduction du grammage en fait de carbone aussi par kilowattheure, parce que les exigences européennes 2025-2026, ça concerne 6 secteurs, 6 matières premières, l'acier, le ciment, etc. On n'est pas. Maintenant, il y a des exigences de constructeurs. Par exemple, sur l'automobile, les exigences de textiliens, d'acheteurs textiliens, et les exigences de donneurs d'ordre. Ce ne sont pas des exigences européennes. Il y a les matériaux aussi. Quand on prend le CBAM, le CBAM, c'est sur le matériel brut. C'est l'acier, le ciment, le phosphate, les fertilisants, l'électricité, etc. C'est 6 matières qui sont claires, etc. Le rond à béton. Voilà, par exemple. Oui. Le rond à béton. Le rond à béton, on construit des logements aujourd'hui. Votre gouvernement annonce la construction de 2 millions de logements sociaux. Je fabrique ce qu'il me faut et je ne l'exporte pas, moi, le rond à béton. Il est chez moi. Donc ça ne me pose pas de problème vis-à-vis de l'Union européenne. Là où j'ai un problème, c'est vis-à-vis des engagements de mes donneurs d'ordre sur l'automobile, sur le textile, sur l'aéronautique, etc., où ils veulent faire... Sur l'alimentaire également. Où ils veulent faire... L'alimentaire, c'est une autre histoire. Où ils veulent faire... des automobiles, où ils ont des engagements à faire des automobiles à faible empreinte carbone d'où qu'ils viennent. Et là-dessus, on travaille de manière agressive, volontariste, et on est prêt. Vous travaillez avec les constructeurs qui sont présents au Maroc? On travaille avec tout le monde. Et les constructeurs automobiles qui sont présents au Maroc? Non, on sert tous les constructeurs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du Maroc, on sert tous les constructeurs, dans plus de 72 pays. Et on travaille avec tous les constructeurs et tous ceux qui servent les constructeurs. Dernière question, par rapport au troisième round, Riyad Meszour, donc on est prêt à verdir toute notre industrie sans aucun problème? Alors non, il y a des défis, notamment sur le transport d'électricité sur lequel on travaille, mais on y travaille jour et nuit. Jour et nuit. Merci à vous en tout cas. Merci à vous. Merci infiniment Riyad Meszour pour ce format sur le ring en format, je veux dire, double XL. Merci à vous, c'était agréable et trop court. Beaucoup trop court? Oui. Donc généralement c'est un indicateur. Vous n'avez pas trop les indicateurs comme le PIB, mais en tout cas c'est l'indicateur. Je n'ai pas dit que j'aimais pas l'indicateur comme le PIB. Ce n'était pas votre priorité? Non, j'ai dit que ce n'était pas lui qui pilotait ma politique industrielle pour le moment. Ce que je fais aura certainement un jour un impact sur le PIB, mais c'est un peu trop tard par rapport à ce que je mesure. Je mesure ça au quotidien, usine par usine, emploi par emploi. Certains considèrent que ça les agace d'avoir toujours une hyper dépendance à la pluie et la pluviométrie, en se disant voilà, depuis le premier plan émergence de 2005, 2006, 2007 à aujourd'hui, il y a eu plein de plans. Ils ont vu la faible rentabilité, le faible impact de secteur industriel sur le PIB. Je vais finir par une comparaison de 2 chiffres, comme ça vous les avez en tête. Oui. 99 ou 2000,
Le Maroc en entier, c'était 70 milliards de dirhams d'exportation. 70 milliards seulement. 2022, le Maroc, 420 milliards d'exportation, dedans 370 milliards de produits manufacturés. Alors si ça n'a rien fait, on finit avec un dernier chiffre. Si ça n'a rien fait, 2022, si ça n'a rien fait, je veux bien. 2022, déficit de la balance commerciale, 310 milliards de Oui, dirhams. mais couverture de la balance des paiements de 63% alors qu'on était à 50%. Donc on aurait pu continuer les débats et refaire un second ring. On peut refaire le match quand vous voulez. Merci en tout cas à vous. Je rappelle Riyad Mezour en charge de l'industrie et du commerce. Et du commerce. On refera un débat d'ailleurs sur le commerce. Avec plaisir quand vous voulez.